Au dernier étage de la tour de Barad-dûr se rassemblent les plus grands généraux de l'armée de Sauron. Depuis leur terrible sommet, ils tentent de passer en revue les forces en présence sur la Terre du Milieu. En exclusivité sur nos ondes, nous vous proposons de découvrir leurs échanges et de vous plonger dans le jeu de bataille du Seigneur des Anneaux. Bienvenue sur Radio Barad-dûr. Erebor, la splendeur de cette ville fortifiée, bâtie au sein même de la montagne, était légendaire. Sa richesse provenait de la terre, de pierres précieuses taillées dans le roc, et d'immenses filons d'or courant tels des rivières à travers la roche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Radio Barad-dûr. Aujourd'hui, nous allons nous enfoncer au plus profond des montagnes de la Terre du Milieu, à la recherche des cités naines et de leurs trésors. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai le plaisir de recevoir deux nouveaux invités. Asdru. Bonjour. Alors toi, t'es un joueur d'expérience, puisque je suis allé chercher dans les archives de T3, et j'ai trouvé un tournoi en 2010. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. À l'époque, les nains, c'était une autre histoire, et c'était quand même plus fort que ça ne l'est aujourd'hui. J'étais là, Gandalf. T'étais déjà en nain à l'époque ? Ouais, certaines fois. Enfin, t'as un peu changé depuis, mais bon, on reviendra là-dessus. Pour nous accompagner, il y a aussi Mike. Alors toi, pour le coup, t'es un joueur nain devant l'éternel. Je t'ai quasiment jamais vu avec autre chose. Je joue nain déjà en tournoi amical ou tournoi organisé par Games depuis 2004. Effectivement, j'ai pas trouvé les archives, mais je te crois volontiers. C'est parce qu'à l'époque, j'étais pas sur T3, c'était vraiment du tournoi amical, mais c'était déjà nain et renain. Bon, du coup, j'ai deux joueurs vraiment expérimentés autour de la table avec moi. Avec eux, j'en suis sûr, on va réussir à découvrir les subtils rouages des armées naines. Que ce soit Khazad-dûm, les Iron Hills, Erebor ou encore l'armée de Tror, nous tenterons d'ouvrir les portes des souterraines cités naines. The trees like torches blazed with light. Il est écrit « Les portes de Durin, seigneur de la Moria. Parlez, amis, et entrez. » Alors, dans ces armées de nains, messieurs, on va commencer par la base, par le ciment. Alors évidemment, les guerriers nains de base. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Bah oui, donc on va retrouver par exemple chez Khazad-dûm un profil qui sera identique à celui du guerrier d'Erebor, donc que ce soit en coup en point ou en ligne de statistiques. Donc voilà, on est à force 3 de base, on peut monter à défense 7 avec le bouclier, avec par contre le guerrier d'Erebor qui lui pourra avoir une lance, donc on pourra faire de la phalange avec, ce qui n'est pas le cas pour Khazad-dûm, mais de l'autre côté on a le bonus d'armée qui permet de relancer les 1, donc c'est chacun a ses différences et on verra les préférences du coup des joueurs pour ces armées. Ça peut également se compenser un petit peu puisqu'à l'inverse le guerrier de Khazad-dûm lui va avoir accès à l'arc nain qui est une des grosses faiblesses de la liste de l'armée de Tror, pas de tir en dehors des armes d'OG. Oui, tout à fait. Donc voilà pour les deux guerriers de base, que ça soit donc chez Khazad-dûm ou l'armée de Tror. On va rester encore un petit peu dans l'armée de Tror parce qu'il y a une autre figurine qu'on va voir énormément, on l'appelle un peu la boîte de conserve dans le milieu, c'est le Grimhammer. Ouais, alors effectivement, le Mordmartel qui a des stats de base très similaires au guerrier nain avec la force 3, la défense 7 et l'arme d'OG, c'est pour ça qu'en revanche, il peut être pour un point, on peut en faire un gardien du roi et le passer à force 4 dans la warband de Tror en tant que général, ça on y reviendra plus tard. C'est vraiment la frontline de l'armée qui va amener un petit peu de menace à distance de façon générale. Ouais, c'est ça qui est vachement intéressant avec le Grimhammer ou Mordmartel, c'est qu'il a un équipement qui est très spécifique. Donc il y a cette arme de jet qui est pas commune pour les nains déjà. On peut quand même mettre la pression à distance alors qu'en général l'adversaire il a pas trop envie de venir sur vous. Et en plus vous avez une arme de corps à corps qui est très intéressante. Ouais, c'est une arme bâtarde en fait tout simplement qui va pouvoir bénéficier de deux règles. On va pouvoir utiliser la Piercing Strike, passer à force 5 potentiellement sur du guerrier de base. Ou on va pouvoir bash pour potentiellement renverser de la cavalerie, pour pouvoir doubler les attaques pour les héros qui accompagneraient par exemple. On verra aussi un peu plus tard qu'on peut même avoir des mécanismes qui vont carrément permettre de le passer à force 6 avec arme lourde
Donc une force virtuelle à 8 pour un guerrier nain à 12 points, ça rigole plus quand il faut aller faire des trous dans les lignes ennemies. Ouais, et puis on peut aussi parler du coup en Khazad Dûm du garde Khazad, donc qui amène de la force 4 à l'armée qui est bienvenue. On le verra plus tard, il pourra être amélioré pour 2 points supplémentaires parce qu'il est une arme à 2 mains, et donc dans ce cas-là, il serait burly, donc pas de malus pour ses jets de duel. Et donc potentiellement, il peut passer en perçant à force 5 avec plus 1 pour blesser et en même temps la relance des 1 de l'armée. Que ça soit les Grimhammer ou les Khazad, ça cogne pas mal. Hein. En plus, le Khazad, il est bodyguard, donc il va être sans peur tant que le général de l'armée est en vie. Ouais, c'est ça. Puis avec un général qui normalement tiendra un bon moment sur la table, donc ça va être une épine dans le pied de l'adversaire. Et un peu pareil du côté de l'armée de Tror, ça va taper très fort. Là, on n'aura pas la relance des 1 pour blesser. En revanche, on a une bannière à 6 pouces avec le bonus d'armée, donc assez fiable pour gagner ses combats, tout en tapant vraiment très très fort. Je crois même qu'on peut dire aujourd'hui qu'en termes de létalité pure, le Grimhammer, c'est ce qu'on va avoir de plus violent quand on va aller chercher les petits combos, les petits buffs, avec, comme je disais, une force virtuelle potentielle à 8 sur un tour. Bon, il y a encore un nain de base dont on n'a pas encore parlé. On a vu que les Khazad et les Morts de Martel, ça cognait fort. On va presque avoir l'impression que lui, il est un petit peu mou, mais bon, par rapport à son coup en point, il est quand même très très intéressant. C'est un peu la star des warriors chez les nains, c'est le Iron Hill. Donc ouais, effectivement, c'est un petit peu mon petit coup de cœur derrière ce guerrier-là. Une grosse brutasse, le combat 4, la force 4, la bravoure 4, la défense 7, qui peut passer à 8 avec le shield wall, ou inversement passer à défense 6 si on lui met une arbalète, qui n'empêchera pas d'avoir une lance pour le soutien, voire même si on cherche de la létalité pure, c'est un petit peu moins joué sur l'étape française, mais on peut également lui mettre une pique, ça peut lui permettre d'avoir le bash, la pierce, l'arme à 2 mains si on souhaite. Alors ouais, ça s'appelle le Matok. C'est vraiment une unité qui va jouer en gros bloc, hein, ce qu'on a avec le Shield Wall, défense 8, combat 4, force 4. On n'a pas trop envie d'y aller, ça dépend avec quoi on arrive dessus, mais que ce soit eux, qui est vraiment une grosse phalange, une grosse tortue romaine, presque j'ai envie de dire, ou que ce soit les Khazad ou les Grimhammer qui cognent très très fort, qui s'y frottent, s'y piquent. Ouais, bah ouais, puis en plus, ce qu'il y a, c'est que les héros, même les guerriers, vont sans doute avoir du mal à blesser, mais nous, on a la force 4, et donc on peut quand même faire pas mal de dégâts en face, donc pour l'adversaire, ça va être difficile à gérer. Et tiens, vu qu'on est sur les héros, on a commencé un petit peu à les teaser juste avant. Pour mener tous ces nains très énervés, on a besoin de généraux. Et on va peut-être commencer avec Khazad Dûm. Il y a un général un peu naturel qui s'impose chez eux. Je pense évidemment à Durin. Ouais, tout à fait. Le grand Durin, donc roi de Khazad Dûm et de tous les nains. Il coûte un peu cher, mais il a quand même de bons arguments. Donc il va avoir une grosse défense de 9. Il va donner des petits boosts à l'armée avec son corps, qui va permettre de booster son armée contre les armées qui causent la terreur. On pense à Angmar par exemple ou Mordor. En plus de ça, donc, il va avoir une relance avec sa hache pour blesser. Donc s'il est porté d'une bannière, vous avez une deuxième relance, ça commence à faire pas mal pour gagner les duels. Et puis vous avez quand même le plus 1 pour blesser, classique, vous pouvez tailler, vous pouvez relancer les 1 pour blesser, donc ça commence à faire mal. Au niveau des actions héroïques, il a ce qu'il faut, donc la défense, si jamais il a besoin, la frappe... Ça sera vraiment la défense en ultime recours, avec défense 9, il n'y a pas grand-chose qui devrait cogner, à part peut-être de l'AOL sous testostérone. Mais on sait jamais, en soi, on a quand même malgré tout cette option, si jamais les choses se passent mal, et puis si on veut vraiment... assurer le coup, on va dire potentiellement, plutôt que la frappe, même si on a quand même cette option-là. Au moins, on a la défense s'il faut vraiment essayer de sauver le général à tout prix et qu'en face, ça envoie du très très lourd et que ça blessera mieux que du 5+, on prendra la défense à 6. Tout à fait, donc au final, le seul point de destin qu'il possède, c'est pas tellement un problème. Bah, c'est pas tellement un problème, même si on aimerait quand même en avoir plus, évidemment, hein, forcément. Mais non, après, il faut passer quand même la défense 9 pour l'adversaire. Donc, malgré tout, en fait, le fait qu'il ait un petit socle en plus, va pas forcément permettre à l'adversaire d'envoyer 3 gros héros ou un truc comme ça dessus, vu qu'en plus, il va être dans la phalange. Donc, généralement, ça va être du 1 contre 1 avec un soutien derrière. Et contre de la défense 9, c'est sûr que c'est compliqué à passer, quoi. Puis en plus de ça, il permet donc pour tous les Khazad, pour 2 points, de ne pas avoir le malus de -1 pour ses jets de duel. Donc dans ce cas-là, on pourra blesser sans avoir ce malus et c'est quand même vachement intéressant avec la relance en prime. On imagine bien avec la relance des 1, force 4 plus 1 pour blesser, sans le malus pour gagner le duel, ça va commencer à y aller, quoi. Hein. Combat 4 en plus. Si jamais on peut tailler, mais bon. Voilà, ça si commence vous êtes à un faire peu beaucoup. gourmand, vous avez quand même défense 7 avec le Khazad, on peut se permettre de baisser un peu de défense avec la taille. Décidément, ça tape très très fort, hein, cette histoire.
Donc ça c'est pour Khazad-dûm. Maintenant on va se pencher du côté de l'armée de Tror. Bon, comme son nom l'indique, il n'y en a qu'un seul de général, c'est Tror lui-même. Effectivement, un profil, si on regarde les stats de base, qui est le même sur les stats de base que celui de Durin dont on vient de parler. Bon, il y a quelques petites différences au niveau de l'équipement. Lui, il va avoir un bouclier et une épée au lieu d'avoir une arme à deux mains. Il va pas avoir tout à fait les mêmes actions héroïques, mais on va retrouver les classiques, la frappe, la force. Par contre, lui, il va avoir le challenge. Bon, si un jour quelqu'un en trouve l'utilité dans cette version du jeu, il pourra me le dire. Moi, je l'ai toujours pas trouvé. La hotline Radio Barad-dûr est ouverte, qu'il nous appelle. Ah, ça lui revient. Pas du tout. Alors lui, il est un petit peu particulier parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, la totalité de l'armée va être centrée autour de lui, puisque c'est lui, le bonus d'armée, c'est la bannière à 6 pouces de lui. Les morts de martel dont on parlait tout à l'heure, ils n'ont d'intérêt que si on les prend en gardien du roi, pour plus un point, il le faut, puisque c'est que dans sa warband, il va vraiment être très centré sur lui. Après, là où c'est un petit peu paradoxal, c'est que on va avoir un général qui a qu'une épée, par contre qui a un bouclier pour pouvoir avoir un potentiel à 6 attaques pour défendre, qui va être très défensif, alors qu'il booste des unités, dont le garde du roi mort de martel dont je parlais tout à l'heure, qui est une des unités les plus offensives du roster nain, quoi. Oui, parce que lui, au final, il est quand même pas très fort. Il a que force 4 avec une épée et il va pas se passer grand-chose. Non, effectivement. Alors, Armando pourra vous dire qu'il est pas d'accord. La dernière fois, je lui ai one-shot une ombre d'Angmar, mais ça, c'est autre chose. C'est vrai que de façon générale, ça tape pas fort. Bon, ce qui est très intéressant avec Tror, c'est il a qu'un seul point de destin comme Durin, mais lui, il a une petite règle spéciale qui est vraiment très intéressante. Le cœur de la montagne, l'Arkenstone. Effectivement, l'Arkenstone, très sympa, puisque son point de destin va passer sur 3+, au lieu de 4. Donc ça, c'est déjà un bonus de +1 appréciable. En plus, à chaque fois que vous faites un 4, 5 ou 6, vous dépensez pas le point de destin, vous le regagnez, donc vous pouvez enchaîner. Alors c'est sujet au craquage, potentiellement, ça va pas servir du tout, vous allez perdre vos points de puissance dedans et vous pourrez rien faire d'autre. Mais potentiellement, ça peut aussi vous sauver le général pendant toute la partie. Ah ouais, ça peut faire des actions assez incroyables. J'ai un douloureux souvenir à Goven 2021, maintenant je pense, avec un Tror sous compel par mon Witch King sur Ombrellé plus Gulavar sur lui. Je gagne le combat, normalement c'est censé tuer le général sur Clash by Moonlight en plus et plier la partie. Je dois lui infliger 9 PV quand même, donc je m'en sors bien. Il les a tous tankés au destin gratuit. Bon try again, comme on dit. Voilà, tour d'après, on va le refaire. Il y vit un signe, le signe qu'il était roi de droit divin. Et dernier point par rapport à lui qui va être très sympa aussi, c'est l'anneau de Durin, que je crois Durin a également justement. Ouais, tout à fait, voilà, pour relancer une initiative, tout à fait. Exactement, il y a un tour où vous pouvez mettre la pression sur l'adversaire, vous avez plus de puissance sur la table, ou vous voulez que l'adversaire aille vider sa puissance pour faire des élans, hop, vous relancez. Ça va pas marcher à tous les coups, mais ça peut vous permettre de récupérer l'initiative au moment où il faut, ça c'est plutôt sympa. Surtout que, comme tu le dis, vu que ce sont des généraux qui sont très tanky, on risque de les avoir sur la table encore en fin de partie, donc au moment où les gens n'ont plus de puissance, et donc on pourra prendre l'initiative si c'est nécessaire avec ça, quoi. Petit avantage quand même pour Tror, il coûte 40 points de moins. Figurine du Seigneur des Anneaux, ouais, forcément. Ouais, ça c'est le grand débat Seigneur des Anneaux versus Hobbit, mais on y reviendra un autre jour. Tranquille, messire, rien à signaler. Tant qu'on est dans les héros du Hobbit, on peut pas parler des généraux des nains sans aller voir la star du 3e film du Hobbit, puis la star un peu dans mon cœur parce que quand même il est vraiment vraiment classe. Je veux bien sûr évidemment parler de Dain. Qui est-ce ? Il n'a pas l'air très content. C'est Dain, seigneur des monts de fer, le cousin de Thorin. Ils se ressemblent ? J'ai toujours trouvé que Thorin était le plus raisonnable des deux. Ah, c'est vrai qu'il est charismatique, ce bourg. Bien le bonjour. Comment allons-nous ? Pour la comparaison au Seigneur des Anneaux, c'est le même prix que Durin, sauf que lui, il a un cochon, donc il va pouvoir avoir plus de mobilité, et puis quand il charge, il fera beaucoup plus mal. Tout ça pour perdre juste un point de défense, et à côté de ça, il a quand même beaucoup de choses qui sont meilleures, donc il a déjà 3 points de destin, ce qui en fait un adversaire redoutable, et très résistant, il a plus d'actions héroïques, il a la marge d'ailleurs. Si on joue en armée pure, il aura le maître de bataille à 4+, donc 4+, ça commence à très costaud, une chance sur 2 de copier l'action héroïque, donc par exemple un élan, ce qui serait très fort. Enfin, nous, on n'a rien à dépenser, et puis l'adversaire, il doit mettre des ressources, tout en n'étant pas sûr d'avoir la main neutre, donc c'est quand même très fort. Au combat, il fait très très mal, et surtout, ce qui est excellent, c'est le 100 peur à 12 pas pour toute l'armée. 12 pas, c'est un rayon énorme. C'est terrible. Quand on voit que ce qui l'accompagne, c'est du Hero Nils, combat 4, force 4, la défense 8 qui charge du terrifiant comme qui rigole, ça fait pas rigoler. Ouais. Point important aussi, alors là je me permets une petite parenthèse par rapport à la règle
maître de bataille dont on parlait à l'instant, c'est que en fait, vous lancez un dé pour déclencher le maître de bataille. Ça veut dire que si vous faites 1, 2 ou 3, rien vous empêche de dire j'ai pas réussi à avoir le maître de bataille, je vais claquer mon point de puissance pour faire le oui, tout à fait, héroïque. Tout à fait. On veut juste voir si on a le droit de copier gratuitement. Et d'ailleurs, on peut copier mais une action qu'on n'a pas. Bon, là, Dane, il a beaucoup d'actions héroïques, mais imaginons, il a pas la défense. Si jamais il était contre un héros qui fait une défense et qui voulait le faire lui aussi, il pourrait la copier gratuitement, même si elle n'est pas dans son stock d'actions héroïques. Ouais. Puis en plus de ça, malgré tout, il y a le côté initiative, mais il y a aussi quand même le côté est-ce que l'adversaire va vouloir oser faire un combat héroïque, alors qu'à côté, on peut se retrouver avec Dane qui va copier gratuitement et qui va pouvoir fracasser, parce qu'en combat il a force 5, donc c'est déjà bien, plus 1 pour blesser en étant burly, donc il a pas de malus, il fait très très mal, et puis il va renverser du coup avec son cochon, non c'est vraiment une brute épaisse quoi. Alors petit défaut quand même de ce monstre d'agressivité, c'est qu'une fois qu'il a commencé à tuer, il est obligé de charger. Ouais, voilà. Après, est-ce que ce sera si dérangeant que ça dans l'infanterie adverse? C'est comme Théodred, est-ce qu'au final il est pas juste là pour ça de toute manière? Voilà. Bon, ceci près, là c'est votre général, donc des fois, vous n'avez pas envie de l'envoyer au casse-pipe, ça va vous manager, vous pouvez le bloquer avec vos pro-figurines, vous n'êtes pas obligé de le jouer en premier. Il y a plein de solutions pour pas l'envoyer combattre si vous le souhaitez. Ouais, on peut le bloquer si on veut par exemple. Et en plus, là, il va gagner en tankiness par rapport aux 2 précédents profils. C'est aussi au niveau de son cochon. Le cochon, il a 2 points de vie à défense 6, il faut aller le chercher. Alors il coûte quand même 20 points, mais comme Dane n'est pas très cher par rapport à ce qu'il propose, au final, la taxe de plus 10 pour sa monture, on paye le 2e PV avec grand plaisir. Ça le sauvera pas d'un projeté ou d'un impact magique, mais ça va le sauver d'une flèche un peu hasardeuse. C'est vraiment une très belle option. Pour 10 points, tu gagnes 2 points de défense et 1 PV par rapport à un cheval normal. Et tu perds 2 pouces de move, mais bon. Ouais, mais bon, c'est défense 6, les arcs auront du mal quand même. Exactement. À moins d'avoir des arbalètes, ce sera sur du 6. Donc c'est fort. Moi j'aimerais bien payer des cochons à plus de figurines. Ouais. Vous êtes une bande de fous furieux. Ça me plaît. Donc là on a vu vraiment les 3 généraux principaux de ces armées nains, vraiment les généraux naturels, mais ils vont pas mener les armées tout seuls, ces gars-là, aussi tanky qu'ils puissent être, ils ont besoin de second couteau si j'ose dire. Chez Khazad-dûm, on va penser par exemple au champion du roi. Ouais, le champion du roi qui est vraiment un très bon profil. Bon, on regrettera sans doute seulement 2 points de puissance, mais à côté de ça, il est pas très cher si on regarde tout ce qu'il amène. Donc il amène 2 guerriers plus le héros en lui-même pour 140 points, les 2 guerriers qui ont chacun une bannière. Donc on économise déjà 50 points, plus les 2 guerriers, ça fait quasiment 70 points. Alors c'est pas tout à fait des guerriers quand même, c'est des héros. Oui, ce sont des héros qui sont Hérald, donc en plus ils s'appellent comme ça. Et en plus de ça, donc il va avoir une règle qui lui permet de bien tanker, ou en tout cas d'espérer tanker, avec ces petits héros justement qui, collés à lui, vont lui donner plus 1 en défense s'il y en a 2 collés, et plus 2 en défense s'il y en a 3 collés, donc ça peut monter à défense 9. Donc là, comme les gros héros qu'on a pu voir tout à l'heure, donc là, il va falloir envoyer pour les tuer. Et en prime, les héros qui vont pouvoir donner leur point de destin quand le champion va prendre des blessures et ils sont socle à socle. Donc on est quand même avec une défense de 9 quand les 3 vont être collés, avec au total 5 points de destin si on compte 2 points pour chaque hérald. Donc va falloir quand même faire du dégât. Après, évidemment, on donne les points de destin, mais c'est pas eux qui prendront les points de vie. Ça restera le champion qui prendra si jamais il doit en prendre des points de vie. Oh, ça lui fait quand même une sacrée réserve. 2 PV pour lui, bon, c'est un peu faible, mais avec 5 points de destin derrière, une défense 9, comme tu l'as dit. À part si on a vraiment une grosse bestiole pour mettre beaucoup de PV d'un coup, ça va être compliqué. Surtout qu'en plus, vu la formation avec 3 figurines collées, on va avoir du mal à lui mettre beaucoup de figurines au contact de ce fameux champion. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est vrai qu'on va avoir quand même tendance à le jouer avec juste un hérald derrière lui pour avoir défense 8, ce qui est quand même déjà bien. 2 points de destin du coup en prime. Et on va mettre une autre bannière de héros du coup un peu ailleurs pour couvrir mieux la table sur le champ de bataille. Parce que c'est quand même important, vu qu'on n'a pas forcément de soutien dans Khazad-dûm, avoir une bannière c'est quand même primordial. La relance pour gagner les combats elle est vachement importante. Puis en plus ça va permettre peut-être, pourquoi pas, la mettre à l'abri sur un scénario où il y a des points de bannière. On pense à To the Death, à la mort par exemple, ça peut être intéressant d'en avoir une cachée quelque part sur la table pour être sûr de conserver le point de bannière. Ouais, et donc du coup il faudra pour l'adversaire tuer 2 bannières pour espérer nous enlever nos points, donc c'est quand même fort, sachant que les bannières, encore une fois, défense 7 si elles sont seules avec 2 points de destin, il faudra aller les chercher. Ok, donc ça c'est un profil du coup qui est plutôt offensif parce que combat 6, la frappe héroïque, puis comme il a beaucoup de points de destin, on l'a vu, on a envie d'aller taper avec lui dans la mêlée, mais chez Khazad-dûm, il y a un héros un peu plus stratégique si j'ose dire, qui est le roi nain. Ouais,
Donc le roi nain qui en fait a complètement effacé le capitaine, puisqu'il peut ramener 15 figurines avec lui, donc il ouvre les alliances pour les autres armées, donc très intéressant. En plus de ça, il a le combat 6, donc c'est bien, la marche comme un capitaine. Il va avoir, si jamais on veut, même si ça reste rare, la résolution contre la magie, ça peut toujours servir. Et puis malgré tout, il faudra le chercher aussi, parce que ça reste de la grosse défense, il met quand même des bonnes attaques sur les guerriers, donc on va peut-être pas l'envoyer sur les héros, mais en tout cas sur les guerriers, il fera le boulot sans problème. Avec un combat 6 natif, même sur des petits héros, je pense à du capitaine par exemple, non nommé, tu peux y aller. Hein. Même pour donner un exemple, tu prends un héros comme Hurin de Minas Tirith, t'es en fin de partie, il a plus de puissance, il a que combat 5, tu peux y aller. Quoi. Ouais, et puis même quand il a de la puissance, t'as pas envie de payer ta frappe. Hein. Non, c'est sûr. Surtout sur un, entre guillemets, petit héros comme ça. C'est pas forcément rentable et il faudra le faire. Parce que force 4, il peut tailler, machin, ça peut faire mal. Ouais. Et puis on notera aussi quand même qu'il a 2 points de volonté, donc c'est quand même pas mal. Si jamais on a besoin, on fait un élan et que l'adversaire essaie de nous le contrer en faisant une IMO, on peut éventuellement essayer de caler nos 2 dés s'il faut vraiment résister. C'est toujours mieux que 1 dé. Ce roi nain vraiment un très bon profil. Maintenant, on va partir du côté de l'armée de Tror. Parce qu'il n'y a pas que Tror dans cette armée. Il y a la descendance aussi. Ah ouais, il y a aussi son fils, Trahin, justement, qui est plutôt pas mal. Il amène une ligne de stats qui est vraiment très bonne. Hein, 6 de combat, 3 attaques, 4 de force. Il a une défense de 8 en étant costaud avec une arme lourde. Donc ça, c'est quand même plutôt appréciable, puisqu'il va taper une force virtuelle à 6. Il n'a pas de malus pour perdre le combat. Il n'y a pas la fameuse question, est-ce que j'utilise mon arme à 2 mains en perdant un bonus de bouclier ou autre ? Non, il en a pas, il a sa défense 8 natif. Et surtout, il va avoir une règle spéciale qui fait qu'il va avoir un tenez bon toute table. Donc avec une bravoure 6, va être compliqué à aller chercher. Il a 3 de volonté si vraiment il fallait. Vous n'arrivez pas à le cliquer, il lance son tenez bon et il n'y a pas de toi t'es à portée, toi t'es pas à portée. Tu peux avoir un nain dans un coin de la table en train de garder un garde-table. Et l'autre de l'autre côté, ça tient. Il va tenir, ça c'est quand même très très fort. Même si je mettrais un petit bémol au fait que les nains, c'est assez rare qu'on soit divisé sur la table et qu'on ait des nains très très loin parce que assez peu de mobilité. Mais c'est un outil qui est sympa notamment sur les contrôles de quart de table, comme tu disais. C'est un outil qui est vachement sympa. C'est sur tous les dwarfs et c'est inclus aussi les héros. Nains, et donc ça c'est quand même pas mal. Même si les héros nains ont des bonnes bravoures, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, donc je préfère passer automatiquement plutôt que tenter le double. Et puis même si en plus on a eu de la magie en face et qu'on a utilisé notre volonté pour résister, si jamais on allait faire un test et qu'il aurait manqué 1 ou 2, on n'a peut-être pas envie de dépenser notre puissance, là au moins il n'y a pas de problème. La question se pose pas. Ouais. Voilà. Alors, il a une dernière règle train, mais bon, c'est un petit peu anecdotique, c'est qu'il va pouvoir blesser Azog assez fort, parce qu'il va pouvoir relancer toutes les blessures sur Azog. Bon. Anecdotique. Et alors, mais je crois qu'il n'y a pas que le fils de Tror dans cette armée qui est très intéressant, il y a aussi le petit-fils. Et c'est là que je l'ai vu. Un jeune prince nain affrontait l'orque pâle. Ouais, le petit-fils est plutôt pas mal. Il coûte 15 points de moins parce qu'on va systématiquement aller le chercher avec son bouclier. Il n'avait plus qu'une branche de chêne pour se protéger. Le fameux Oakenshield. Exactement. Il est plutôt sympa parce qu'il va amener la même règle qui relasse. Je shield et je te tape quand même. Alors une seule attaque, mais ça se prend quand même. Ils vont avoir un rôle complètement différent l'un de l'autre. C'est-à-dire que Train, comme je disais tout à l'heure, ça va être de l'arme lourde. On va chercher à les rentrer dans le tas. Si on croise une grosse bestiole, je sais pas moi, un jour il y a un troll des cavernes qui traîne, on peut aller le taper à 4+, pourquoi pas. Alors que Thorin, ça sera qu'une épée. On va avoir moins tendance à vouloir l'envoyer sur du héros, éventuellement sur de la petite troupe. Par contre, il va avoir une règle très sympa qui va lui permettre de donner plus 1 de force à tous les nains à 3 pouces. Et c'est là qu'on va se retrouver sur le combo dont je parlais un petit peu plus tôt, où vous allez vous retrouver avec un mort de martel avec un soutien derrière. Et le mort de martel va être force 4 parce que gardien du roi, force 5 grâce aux armes, force 6 grâce à la pierce, et potentiellement arme à 2 mains. Donc vous avez un tour où vous êtes limite en overkill sur tout ce qui tourne. Parce que vous avez certes -1 pour gagner le combat en utilisant l'arme à 2 mains du mort de martel, mais vous avez le soutien derrière, quoi. Donc là où le débat va se tenir, c'est que 15 points de moins pour Train, c'est 1 ou 2 nains de plus. Ça, c'est une armée, l'armée de Tror qui va se jouer principalement en horde. On va être 46, 47, 48 nains sur la table. S'il y a des pertes parce qu'on a été un peu ballsy, qu'on a pris un risque à ce moment-là, limite,
C'est compensé. On s'en fout. C'est compensé. C'est un profil intéressant, Thorin, à ce moment-là. Il a 3 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin. Une défense de 7, 3 attaques, 3 PV. Donc c'est vraiment un héros défense 8, fiable. même avec Lock and Shield. Tout à fait, défense 8. Ouais. C'est un héros très fiable. Donc là, c'est pour sa version jeunesse. Mais si on va voir du côté des Iron Hills, bah évidemment, on va y avoir sa version adulte, sa version de Erebor réclamée, Thorin, le roi sous la montagne. Il y en a un que je pourrais appeler roi. Ouais, du coup, Thorin qui a un excellent profil, qui en vérité n'est pas si cher que ça pour ce qu'il apporte. Et surtout, il va apporter une monture, parce qu'on va généralement tout le temps la prendre. On manque de mobilité dans l'armée des nains. Là, un héros, en plus, il va faire des ravages. Donc on peut l'équiper avec Orchrist aussi. Le fondoir à gobelins. Qui est toujours sympa. Une arme elfique, on prend, c'est toujours intéressant. Ah ouais, sur un héros combat 6, là, avec une frappe, la petite lame elfique, elle fait du bien, ouais. Ouais, clairement. Et puis, du coup, ça peut dissuader certains héros de venir, parce que même en cas de frappe déclenchée de chaque côté, bah, on a plus de chances de remporter le combat. Donc, ça fait réfléchir quand même à 2 fois. Après, il a qu'un seul point de destin, c'est un peu sa faiblesse, mais il reste défense 8 aussi, donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. En tout cas, contre les guerriers, il n'y aura aucun problème. Et puis il a aussi une petite règle supplémentaire avec Orchrist, c'est sa possibilité de causer la terreur à tout ce qui est orc, uruk, gobelin. C'est une arme elfique qui fait D3 PV, donc si vous tombez sur une armée d'Isengard et que vous mettez la main sur un Lurt par exemple, Lurt, il y a une attaque qui blesse, potentiellement il est one shot. Sachant que comme il est monté, si on gagne le combat, on va avoir 4 dés doublés, il suffit de faire une blessure potentiellement. Pareil, un autre qui est une plaie et que tu connais bien, c'est le roi gobelin. Alors voilà, je voulais pas en parler. Je connais cette épée, la mordeuse, la lame qui a tranché 1 millier de têtes. Mais ouais, quand t'as ton roi gobelin et qu'il y a Thorin en face, en général, t'es pas très bien. Bon, bah tu le planques. Il y a des golems et tout pour filer un petit coup de main, mais effectivement, si tu te fais attraper, ça peut tourner en boudin. Ouais. Et puis en plus de ça, il pourra rebondir avec son combat héroïque gratuit, donc on va l'envoyer au charbon sans aucun problème. Les guerriers en face, ils vont se faire éclater. Les héros, comme je disais tout à l'heure, bah, la lame elfique, ça fait quand même réfléchir. Donc non, très bon profil. Et pour un coup, encore une fois, tout équipé, c'est 135 points. Bah, c'est pas cher. Finalement, c'est pas cher. Mais peut-être que c'est pas cher à cause de ce fameux seul point de destin. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas parlé dans la partie générale, même si ça peut être votre général. Ce point de destin unique, il peut faire grincer un peu les dents. S'il y a un tour qui se passe mal, on craque un dé face à un ennemi un peu énervé, ça peut partir vite, quoi. En tant que général, oui, c'est sûr que ça peut partir vite. Après, maintenant, c'est à vous de voir, mais ça reste un très bon profil. Et du coup, sa dernière règle spéciale, on va rester dans l'anecdotique de tout à l'heure, ça concerne aussi Azog, mais bon, anecdotique encore une fois. Azog, le profanateur, comprit ce jour-là qu'il ne serait pas si aisé d'éliminer la lignée de Durin. Thorin qui est un excellent meuleur, surtout sur son bouquetin, mais je crois que dans cette armée, il y a un autre excellent meuleur, surtout à bouquetin, mais pas que. Je vois que, Mike, tu boudes d'impatience de nous en parler, je t'en prie, parle-nous de Dwalin. Dwalin, pour vous servir. Bah ouais, effectivement, Dwalin, c'est un peu d'un point de vue capacité de modélisme à la base, c'était vraiment ma figurine favorite. Ah, la fameuse. Non, mais je le joue parce que c'est ma figurine préférée, c'est la plus belle. On la connaît. Pas que pour le coup, mais si, il y avait un petit peu de ça. Non, on est sur un profil qui est, disons les mots, monstrueux et qui a un rôle qui se complète bien et qui est en même temps différent de Thorin, puisque Thorin, ça va être principalement un anti-troupe et petit capitaine, même s'il va multiplier les attaques grâce à la monture. Là, on est plus dans le char d'assaut, c'est fonce tout droit, découpe ce qu'il y a et réfléchis pas. J'ai 3 attaques, j'ai la force 5, j'ai le combat 6, j'ai une arme lourde, hache à 2 mains, donc potentiellement je passe à force 6, ce qui veut dire que je tape virtuellement à force 8, parce que comme il est costaud, vous allez pas vous embêter à savoir si j'utilise mes haches à 1 main ou à 2 mains quand il est monté. 3 de puissance, 2 de volonté, 2 de destin, il est sans peur de base. En plus, il est garde du corps de Thorin s'il fallait que, mais bon, là, ça fait un peu redondant. C'est un peu l'unité ultime pour aller choper du héros mid-tier. Pourquoi pas même du gros héros, parce qu'il a la frappe et la force également avec son combat 6. Ouais, puis quand on part à combat 6, ou notamment par exemple du héros du mal, ça va mettre en difficulté pas mal de monde. Voilà, effectivement. Et souvent, l'erreur que je vois faite sur les tables de jeu par rapport à lui, c'est que on se dit, on va one-shot le bouquetin et on sera tranquille. Alors en fait, si on sort les stats, non. Parce qu'il a la règle King X-Men qui fait que quand il est à pied, au lieu d'utiliser une arme lourde avec 3 attaques, il peut utiliser 2 haches à 1 main, gagner plus une attaque. Il passe à 4 attaques. Si vous commencez à faire du calcul de stats sur la défense 6, parce que c'est un peu le sésame recherché dans le jeu aujourd'hui,
Vous avez une force 6 parce que vous avez piercé. Vous avez 4 attaques blessant à 4+, avec vos haches à 2 mains. Ça fait 2 blessures. Il n'a absolument rien perdu de sa létalité. Donc en fait, le bouquetin est intéressant pour lui donner de la projection quand il veut charger. Mais s'il est à pied, il est tout aussi létal et dangereux que s'il était sur bouquetin en ayant été chargé. Et ça en fait vraiment une valeur sûre parce que ce petit bonhomme, il coûte que 125 points. Hein. Et ouais, c'est une des rares figurines qui est dans ce cas-là d'ailleurs. Je pense à Tranduil, qui a un peu le même genre de profil, un peu moins bourrin, mais qui est aussi bon à pied qu'à cheval. C'est vraiment très intéressant. Alors oui, vous allez sûrement perdre un tour quand vous allez tomber de votre cheval ou de votre bouc dans le cas échéant, si c'est de la magie ou une flèche, etc. Mais derrière, la figurine, elle continue à être très présente, ce qui n'est pas forcément le cas de Thorin, par exemple, qui va subir un petit peu une fois à pied, qui perd un peu de potentiel offensif parce que force 4, le combat héroïque gratuit, il est très bien, mais on va galérer un peu. Dwalin, il continue à être une très très grosse menace. Dwalin, là où il va avoir vraiment une force de frappe ultra intéressante, c'est sur sa propre protection avec le bouquetin. Puisque le bouquetin, il a une règle spéciale. Au moment où vous chargez, tout ce qui est figurine d'infanterie en face, vous lancez un dé sur un 5+, c'est par terre, ça ne pourra pas taper. Ce qui veut dire que potentiellement, vous pouvez même économiser votre puissance. Je me souviens d'une partie où j'ai pu aller charger un Chagrat. Bon, alors certes, Chagrat avec combat 5, mais c'était même pas le problème. En fait, je l'ai chargé, je l'ai renversé. Derrière, tu peux faire ce que tu veux, claque ta puissance pour faire une frappe et me reprendre l'avantage. T'es tranquille au moins un tour, ouais. Tu pourras pas me blesser. Donc c'est complètement gratuit. Ça, c'est très très fort. Ouais. Et puis en plus de ça, le problème c'est que si en face il n'arrive pas à gagner le combat, il va se faire éclater parce que force 5 plus 1 pour blesser, le double d'attaque. C'est un monstre, c'est très clairement un monstre. Il vaut le même nombre de points qu'une Spider Queen. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Je me risque à des parallèles un petit peu hasardeux. Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit. Moi, j'ai envie qu'on aborde une nouvelle partie de ces armées-là à présent, parce que c'est une évidence pour tout le monde. Quand on pense nain, on pense armée de tir, armée de distance. Non? Je me trompe? Bon, peut-être un petit peu. Mais en tout cas, ils ont des armes de siège chez Khazad-dûm ou chez Iron Hills. Je vous propose de commencer par la baliste naine. Ouais, du coup, la baliste naine qui va envoyer des forces 9, donc c'est quand même pas mal. C'est que 60 points, alors ça reste malgré tout un budget, mais si vous avez besoin de contrer, par exemple, un gros volant, genre une ombrellée, on sait jamais, ça peut malgré tout mettre la pression à l'adversaire, parce que sur un 4+, l'ombrellée, elle peut prendre cher, donc c'est psychologique. Est-ce que ça fonctionnera? Est-ce qu'il faudrait pas en mettre 2 carrément? Ça fera cher, mais d'un autre côté, si on veut se prémunir de ce genre de menace, ça peut être une solution qu'on nous offre. Ça peut être une bonne pression contre une grosse pièce comme une ombrellée, parce que, pour rappel, c'est une arme de siège, donc si jamais elle blesse l'ombrellée, n'ayant pas de point de destin, elle sera morte automatiquement. Par contre, elle sera pas renversée si elle n'est pas blessée, parce qu'elle a force 6. Bon, voilà, globalement, la baliste naine, même si elle vaut que 60 points, dans ces armées-là, les points sont chers, et on ne vous conseille pas forcément de la jouer, parce qu'elle va être difficile à rentabiliser. Ouais, ça va être compliqué. Après, à vous de voir, c'est un 4+, ça met une pression psychologique sur l'adversaire. Ça reste une arme potentielle si on sait un peu contre quoi on va jouer, ou ça pourra faire réfléchir l'adversaire, en tout cas, dans ses mouvements. Donc ça c'est pour Khazad-dûm, mais il y a d'autres armes de siège chez les nains, bon, pas chez l'armée de Thor, mais il va y en avoir chez Iron Hills. Et il y a une baliste qui s'appelle la baliste Iron Hills. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mike? C'est une baliste qui a été longtemps auto-include dans les listes, jusqu'à son petit nerf il y a 3 ans et demi, quelque chose comme ça, où elle a quand même pris 35 points dans la bourriche, histoire d'être sûr. C'est un cas unique dans le jeu, d'augmentation de points, et pas des moindres. En l'occurrence, je pense qu'il était quand même assez logique finalement, parce qu'on se retrouve quand même avec une baliste qui est précise, donc elle ne va dévier que de 3, qui a un tir héroïque gratuit par tour, qui relance les 1 pour toucher, donc on est quasiment sûr de toucher systématiquement. Même si elle dévie, vous prenez la figurine à l'impact, elle va se prendre sa touche. Potentiellement, elle est morte sur le coup, on parle d'artillerie toujours. Et toutes les unités qui sont à 2 pouces sont automatiquement jetées au sol. Il y a un monde où ça peut être utile face à de la cavalerie. Vous tombez sur une légion de Théoden, il va clairement pas aimer s'il prend un coup dans la bourriche. Maintenant, aujourd'hui, 125 points quand on voit que le guerrier de base, il est déjà à 11-12 points. Le but c'est pas non plus de jouer à 15-20 figues en 800 points, donc ça devient un petit peu compliqué à la caser. Bon, du coup une baliste qui est maintenant un petit peu aux abonnés absents suite au nerf. Il y a une autre figurine qu'on voit pas beaucoup, il a pas eu besoin de la nerfer, celle-ci on l'a jamais beaucoup vue. C'est une figurine qui est assez impressionnante, c'est le chariot Iron Hills. Donc ouais, là effectivement on a un profil qui sur le papier paraît plutôt sympa, parce que vous avez une règle de piétinement.
Vous avancez un peu comme un Mumac, vous mettez 2 touches de force 6 à tout ce qui est sur votre route. Vous bougez de 8. Quand il s'agit de combattre, vous vous retrouvez rapidement avec 7-8 attaques de mémoire. On se dit ça peut faire mal. Le problème c'est qu'on est dans une méta qui est très soumise à la magie. Il suffit de lancer un sort sur le meneur du chariot et on n'en tire plus rien. Bah oui, parce qu'en plus elle a des mouvements quand même très particuliers, avec des pivots à faire avant de bouger, enfin c'est un peu rigide. Et en plus, histoire d'aller jusqu'au bout de ce qui l'embête, c'est qu'elle a pas les bons mots-clés. Parce que si vous regardez ses mots-clés, oui, elle a nain, elle a Iron Heal et elle a guerrier. Mais elle n'a pas cavalerie, ce qui veut dire que vous pourriez vous dire allez, je vais la rentabiliser, je vais payer le capitaine à 75 points, je vais avoir 250 points de troupe et puis je vais faire 1 ou 2 marches et je vais pouvoir piétiner parce que quand elle piétine, elle fait très très mal. Problème, c'est comme elle n'a pas le mot-clé cavalerie, même une marche, ça sera que 3 pouces. Donc vous êtes très vite très limité. 3 pouces avec 2 tournes à 45 degrés maximum. C'est assez limité. On serait dans un monde où il y aurait très peu de magie. Demain, il y a un gros nerf pour la magie. C'est une pièce qui pourrait potentiellement avoir sa place. Mais en l'état, non. Parce que le seul profil où on peut potentiellement en sortir quelque chose, ça va être dans le profil où on paye 325 points pour en faire le chariot des héros avec Philly, Killy, Balin, Douala. Là, vous allez avoir une brutasse. Le problème, c'est que c'est un profil qui est trop cher. On se retrouve à 500 points. Ça fait quand même beaucoup d'eau dans le même panier, sachant qu'il ne faut pas descendre du chariot. Enfin, c'est vite très compliqué. Et puis derrière, on a des guerriers qui coûtent quand même assez cher malgré tout. Donc ça fait un gros trou dans le budget, trop gros pour faire quelque chose finalement. Pourquoi pas, ça peut être marrant, mais il faudra pas aller chercher le top classement non plus, quoi. Ou à 500 points, on joue que ça et on espère que les planètes s'alignent. Bon, c'est vraiment all-in. Il faut que la table soit bien dégagée, que les scénarios tombent bien comme il faut, parce qu'il y a des scénarios très faciles à gagner, mais beaucoup très faciles à perdre. Bon, c'est plus pour s'amuser que vraiment pour performer. On a fait le tour de ces figurines un petit peu exotiques, mais je sais que mes invités, ils ont des petites figurines un peu méconnues dont ils ont envie de nous parler. C'est l'heure des coups de cœur de mes invités. Oh oui, c'est une de mes favorites. Particulièrement savoureux. Vous êtes sûr de cela? Je n'ai aucun doute. Asdru, tu vas plutôt nous parler du côté Khazad-dûm parce que c'est ce que tu as joué et que tu connais le mieux. Et tu as une petite figurine, je crois que c'est un héros qui est assez peu vu sur les tables et que tu aimes bien. Oui, c'est un héros qui est pas très vu sur les tables, effectivement. Et alors, je vais en décevoir beaucoup, mais je ne vais pas parler de Floy, malheureusement. Je vais parler du porteur de bouclier, le Shield Bearer. On a perdu la moitié de l'audience. Ouais, là, je me doute que j'ai fait beaucoup de victimes, là. Mais bon, c'est comme ça, j'assume. Non, c'est un profil qu'on voit pas du tout. Bon, alors la problématique, c'est qu'il est pas du tout résistant à la magie. Il a 0 point de volonté et on pourra rien en faire, mais ça permet d'apporter un peu de mouvement entre guillemets à l'armée avec son combat héroïque gratuit qu'il pourra faire. On peut par exemple l'accompagner d'un garde de fer pour fiabiliser avec 2 attaques. Faudra aussi, sera contraint du coup d'être placé pas trop loin du héros qu'on protégera, mais contre du guerrier ça reste vraiment bien. Et puis surtout en fait si on met Durin et qu'on l'a lui, on va avoir du coup plus un bravoure et elle relance en prime de tous les tests de bravoure à 12 pas pour les nains. Bon, contre les armées qui jouent sur la terreur, ça devrait quand même être assez handicapant pour eux. Alors oui, si on n'a pas déjà payé une première ligne de garde de Khazad, mais ça permet de jouer sans eux vu qu'ils sont un peu chers. Après, bon, ça reste un héros à 60 points qui peut ramener que 6 figurines. On le voit pas, pourquoi pas en tournoi fun ou un petit ajout si on est à 1000 points par exemple, ça peut toujours être bien, sachant que c'est une armée qui manque de puissance malgré tout. Alors ça commence à faire cher, mais si on peut aussi le mettre en rampe de lancement d'un autre héros, par exemple au hasard le champion du roi, bon bah là vous avez votre champion du roi qui va pouvoir rebondir gratuitement à chaque tour quasiment, après il faudra se placer etc, c'est contraignant, mais pourquoi pas. Effectivement, donc on vous encourage, chers auditeurs, à essayer le Shield Bearer dans vos armées et nous dire ce que vous en pensez. Et toi Mike, je crois que tu n'as pas une figurine mais 2 à nous proposer. Effectivement, moi je vais plutôt m'intéresser aux 2 frangins Dori, c'est-à-dire Dori et Nori, qui sont des profils toujours dans leur profil Erebor réclamé, pas compagnie de Taurin, soyons sérieux quand même, qui sont assez peu joués et qui pourtant ramènent des petites choses sympas. Alors c'est des héros de fortitude qui peuvent mener 12 nains, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez le premier qui va être Nori, qui est un peu trop oublié. Souvent on a tendance à dire il va taper moins fort que les autres, et c'est vrai, il a un bouclier et juste une masse à une main. Maintenant, il sera jamais considéré se désarmer avec ses règles spéciales, et il va en plus avoir un combat 5, 3 attaques, la règle Seigneur de l'Ouest, il a la frappe et la force en termes d'action. Vous avez un petit héros, 80 points, 2 de puissance, 1 de volonté, 1 de destin, donc on se dit c'est un capitaine-like, mais qui peut potentiellement vous ramener 6 attaques si demain il faut tenir sur un objectif pour gagner le combat en shieldant, avec une relance de bannière,
Une relance de Seigneur de l'Ouest, ça vous fait 8 dés pour gagner le combat potentiellement, ou 5 si vous voulez taper avec 4 G pour blesser derrière grâce à la relance du Seigneur de l'Ouest. C'est un profil qui est un petit peu mis de côté, mais qui peut apporter des choses sympas. Il va se jouer principalement dans la phalange pour tenir la ligne, tout simplement, pour occuper un petit peu les petits héros qui est en face. Il peut faire des trous avec sa force 4. Puis même être une petite menace accompagnée de d'autres, parce qu'il a quand même la frappe héroïque, et avec 2 points de puissance, beaucoup de dés avec lui, comme tu disais, avec les 3 attaques, les relances, etc. Ça peut venir faire mal. S'il n'est pas tout seul pour aller tuer le gars d'en face, ça peut faire mal. Exactement. Et son frère, donc cette fois ce n'est pas Nori, c'est Dori. Attention, on change qu'une lettre et on change tout. Dori, pour vous servir. Vous arrivez à suivre, c'est bon? Ils sont tous là? Ou il y en a d'autres? Donc lui, il est plutôt sympa dans un autre registre. Il est un peu plus offensif de base parce qu'il a la même ligne de stats, combat 5, force 4, 3 attaques, 8 de défense, enfin tout pareil. Il va également être Sworn Protector, donc être sans peur tant que Thorin est sur la table. Il va avoir une arme à 2 mains, une masse. Donc il peut potentiellement bash, il est costaud, il va pas avoir de malus pour gagner le combat. Il va avoir +1 pour blesser. Il amène la force s'il faut aller taper vraiment très fort sur quelque chose. Il amène 2 points de puissance surtout pour la défense. Il coûte que 75 points, ça paraît beaucoup pour certaines factions, mais là sur du héros nain à 3 attaques, défense 8, combat 5, c'est vraiment pas cher. Donc il peut également se défendre, il peut amener des petits combos également si on commence à faire des alliances avec Lagville, puisqu'il a une règle qui lui permet de partager puissance, volonté, destin avec Bilbo et son anneau à côté. Pourquoi pas, c'est un héros qui peut se réfléchir et qui est très peu souvent joué, mais qui est très sympa quand même, quoi. Super, ça donne beaucoup d'idées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de héros nains avec cette compagnie de Thorin version Erebor réclamée. On a bien compris que les profils étaient bien intéressants là-bas. Ça ouvre beaucoup de stratégies différentes. Moi, il y a un héros dont on n'a pas encore parlé, mais c'est bien évidemment le capitaine Iron Hills, qui nous apporte un magnifique maître de bataille à 5+. Pour un capitaine qui est déjà avec une bonne ligne de stats, c'est juste incroyable. Un coup en point qui est tout à fait modéré, qui permet de copier des élans à foison, pourquoi pas même des frappes héroïques, des défenses, etc. Enfin, c'est des combats aussi, par exemple. Des combats héros, exactement, pour faire des tremplins pour d'autres figurines un peu plus énervées. Et même s'il faut défendre hors action héroïque, vous avez quand même une ligne de stats avec 2 attaques à combat 5, une défense de 8 avec Shield Wall. On passe à défense 9. On a un point de vie en moins, mais on a un casse aussi bien qu'un Durin ou qu'un Tror dont on parlait tout à l'heure. Donc, sur des scénarios où on a un héros à protéger, à éviter d'aller se faire sniper, par exemple. Sur un scénario de relique où il est tout seul sur la relique, même s'il n'a pas l'action, aller tomber une défense 8, potentiellement 9, c'est déjà pas simple. Ouais, c'est une belle épine dans le pied, puis il coûte pas si cher, 80 points à pied, c'est pas si cher par rapport à ce qu'il apporte. Ouais, c'est un des meilleurs capitaines du jeu, de toute façon, il fait partie clairement du podium, à mon avis, des meilleurs capitaines. Et puis offensivement, quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, il a son bouc qui va renverser sur 5+, donc il y a un monde où il risquera rien. Et puis en attaque, il va avoir le +1 pour blesser de la lance, il fera 3 attaques, il renversera même des petits héros où ça risque de faire très mal quand même. Ça peut aller vite. 3 attaques, 6 dés pour blesser, qui vont stat sur la défense majoritaire du jeu, blessé à 4+. Ça one-shot quasiment tout, en dehors des plus gros héros qui souvent sont pris comme généraux d'armée. Vous pouvez commencer à les faire méchamment mal, quoi, avec. Ouais, c'est vraiment un must-have. D'ailleurs, on va souvent le retrouver pris en 2e héros après le général, suivant les formats de points évidemment, et puis suivant si on fait des alliances, mais c'est souvent le 2e entrée de la liste pour la marche, naturelle. Et puis qui amène la marche, effectivement. Dans l'armée, Erebor réclamait, Iron Hill, enfin tout ce coin-là, on n'a que 2 sources de marche et de mobilité. C'est Dain et c'est lui. Donc, il n'y a pas une seule liste d'armées où il n'y a pas au moins un des deux. Souvent, voire les deux. Quoi, et sachant qu'on préférera du coup utiliser les points de puissance du capitaine pour faire les marches plutôt que d'un. Pour lui, on voudra plutôt faire les frappes ou éventuellement un combat aussi. Alors tout ça c'est bien sympa, on est tous d'accord sur le capitaine Iron Hills par exemple, on est tous bien copains. Et vous savez, moi j'aime bien quand ça saigne un petit peu, quand il y a du sel, quand il y a du drame. C'est déjà l'heure des questions du jour. C'est parti! Donnons une bonne raclée à ces saligots! Messieurs, ces armées de nains, il y en a différentes formes. On a vu Tror, on a vu Khazad-dûm, on a vu les Erebor et consorts. Moi j'ai envie qu'on revienne un peu sur Khazad-dûm, qui est une armée naine qui est assez peu vue, mais qui m'intéresse aujourd'hui. La question est extrêmement simple. Est-ce qu'on la joue en pur ou est-ce qu'on la joue en alliance? Moi je vais dire plutôt en alliance. Et moi je vais dire plutôt l'inverse, en pur. C'est bien mieux en pur. Sachant qu'elle a assez peu d'alliances disponibles dans la matrice. Oui. Alors effectivement, dès qu'on joue en alliance, on va systématiquement perdre son bonus d'armée. Mais on va pouvoir le compenser ailleurs en allant chercher du combat 5, en allant chercher de l'alliance avec des elfes. Pourquoi pas les halls de Tandruil pour avoir la Vouge, pour avoir le combat 5 avec arme elfique malgré le soutien.
pourquoi pas de la lotte lauréen pour avoir en plus des gardiens de Karim Arenroth pour pouvoir passer en combat 6. Donc on va vraiment pouvoir aller chercher le gros combat avec la phalange forte aux défenses devant. On va avoir le beurre et l'argent du beurre. Et on peut même potentiellement aller chercher quelque chose qui manque principalement sur la méta française aujourd'hui pour le nain, à savoir de la magie, avec pourquoi pas une Galadriel, et de la mobilité, avec pourquoi pas, au hasard, Gwaihir. Oui, d'ailleurs, tu parles de Gwaihir, moi ça me fait penser à une liste qu'on a vue pas mal depuis une année, là, où on vient chercher Gwaihir, mais surtout de l'Arnor pour venir contrer Langmar, donc avec un roi nain qui amène des gardes de Khazad, donc du bodyguard en premier rang, de l'Arnor derrière qui fait plus 1 pour blesser Langmar, c'est assez sympathique. Ouais, alors moi, personnellement, j'aurais une préférence pour les elfes, parce que tu vas ramener de la compétence, tu vas ramener potentiellement de l'arc à force 3 qui va tirer mieux à 3+, au lieu de 4+, contrairement aux quelques arcs nains que tu pourrais avoir, qui va avoir une meilleure portée, 24 versus 18. Moi, j'ai la sensation que l'Arnor va pas offrir assez de versatilité pour avoir quelque chose qui va permettre de tirer les forces des nains en rapportant quelque chose de plus, parce que ça va rajouter de la masse, mais finalement, le combat 4, on l'a déjà. La force 3, on a mieux avec la force 4 des gardes Khazad. Donc on va vraiment juste rajouter du monde. Donc moi j'aurais plus tendance à partir sur l'elfe qui va ramener de la qualité, du combat 5, du combat 6, qui va permettre de reprendre l'avantage même sur des petits héros nommés. Vous jouez face à, face à du Rohan, face à du Mordor. Du combat 6, ça me fait paniquer dès que j'ai mon Witch King, c'est très compliqué avec les piquets derrière les nains. Vous imaginez un nain, un garde Khazad, avec 2 piquets derrière, ça fait 3 attaques combat 6. On n'a qu'un seul PV, ça peut partir vite si on parle combat. En fait c'est justement ça en plus, parce qu'on est aujourd'hui, on va pas se mentir, on est dans une méta où 50% des armées qu'on voit quasiment en tournoi, c'est le Witch King, plus de Langmar ou plus du Mordor. Comme il y va, ça sort des gros chiffres. Donc non, alors effectivement je grossis peut-être un peu le trait, mais faut reconnaître que une immense majorité des armées qu'on voit aujourd'hui, dès que ça se tourne vers le mal, vous allez avoir du Nazgûl surombrellé, et très souvent ça va être du roi sorcier avec sa couronne, quoi. Ouais, puis même les héros entre guillemets moyens dans toutes les armées, c'est capé à 5 ou 4. Il faudra faire un choix. Est-ce qu'on fera la frappe, sachant que on peut manger une patate de Khazad plus les soutiens. On voit bien les intérêts de l'Alliance, du coup, soit récupérer les troupes un peu moins chères que le nain de base pour gonfler un peu les rangs, aller chercher du volant, comme tu disais, Gwaihir par exemple, ou aller ramener de la qualité en C5 avec de la lame elfique, de la vouche, pourquoi pas, pour soutenir en plus et avoir le beurre, l'argent du beurre. Ça c'est très joli, mais on parle bonus d'armée quand même. La relance des 1. Et je pense qu'Azrud, t'es de mon avis, pas de problème. La relance des 1, c'est un super bonus d'armée. Je veux dire, demander aux joueurs Mordor ce qu'ils en pensent. En plus, eux, ils ont la bravoure, donc c'est encore mieux. Mais la relance des 1, c'est monstrueux, surtout quand on va commencer à accumuler des grosses forces, plus des bonus, avec le plus 1 pour blesser, par exemple. Après, en Khazad-dûm, du coup, soit on partira sur armée de Khazad-dûm, soit armée de la Moria, donc soit Durin, soit Balin. C'est un choix à faire. Durin, on va peut-être être en sous-nombre un peu parce qu'on va payer cher notre taxe de héros. Plus, si on veut vraiment améliorer les Khazad, on va payer 2 points par Khazad, ça commence à faire beaucoup. Là où Balin, c'est que 110 points pour amener 18 nains, donc c'est quand même pas mal. Il peut, si vous n'avez pas de magie en face, relancer l'initiative avec un point de volonté. On prend, c'est toujours intéressant. Bon, vous avez Floy, voilà. C'est pas lui la pierre angulaire de l'armée de Balin, c'est pas Floy. Non, okay, non, désolé, non, j'avais désolé un doute pour les fans de Floyd, non, désolé. Non, par contre, un autre héros dont on n'a toujours pas parlé, qui est un nain, il amène Gimli, et Gimli, ça reste quand même un bon héros pour un faible coût en points, enfin un coût relatif en tout cas, qui amène de la puissance qui manque un peu l'armée, qui a de la versatilité au combat, donc soit pour blesser avec le bonus, soit mettre plus d'attaque. Donc c'est quand même pas mal. Et puis après, vous allez avoir généralement le champion du roi que vous prendrez pour les bannières. Et sinon, dans tous les guerriers, on va éviter le tir, même si vous avez encore une fois un choix à faire. Si vous en voulez, ce sera soit du coup les guerriers avec l'arc nain, soit les rangers. Donc moins de défense, mais une meilleure capacité de tir, mais un arc plus faible. Donc ça sera au goût de chacun. Vous avez les gardes de fer qui sont excellents. Un poil trop cher, mais qui quand même font 2 attaques force 4. Ça fait peur. Malheureusement, ils peuvent pas tailler. Mais avec l'arme de jet, quand on fait un petit kill par-ci par-là, on se dit c'est bien, ça rentabilise un peu.
Et après, sinon, dans le noyau, on va dire, qu'on va retrouver sur cette armée, ça va être les gardes des portes. Donc les gardes des portes, c'est défense 9. C'est très très frustrant pour l'adversaire qui, même s'il a payé de la force 4, il va rebondir dessus. Enfin, pour avoir fait quelques parties avec, c'est vraiment limite l'adversaire est dégoûté parce qu'il rebondit. Même s'il gagne les combats, il fait rien. C'est un vrai bunker. Comment ça fonctionne ce truc de garde des portes? C'est 2 figurines? Ouais, c'est ça. Donc vous payez une paire, donc 25 points les 2 figurines, une avec un bouclier, une avec une lance. Entre guillemets, ça fait 12,5 points la figurine. Un peu plus cher qu'un Khazad, un peu moins cher qu'un garde de fer. Mais vous avez force 4, donc 2 attaques de force 4 puisque vous avez votre soutien. Vous avez le mec devant qui peut tailler. Bon, c'est pas forcément recommandé, sauf si en face ça shield. Ça tank énormément et en prime, ça envoie des buffs. Donc l'adversaire va y réfléchir. Et aussi, autre avantage, c'est que si vous avez en face de vous un monstre, il ne pourra pas utiliser cette attaque brutale. Donc ça, c'est très très fort. Ça, c'est terrible parce que c'est une des seules options qu'on a pour vraiment venir éclater la phalange adverse. Voilà, c'est ça. Cette phalange naine qui est si difficile à pénétrer. Là, on ne peut pas faire du bowling dedans, quoi. Là, non. Et puis, en prime de ça, si le monstre il vient quand même, avec le lancier, vous avez +1 pour blesser. Généralement, c'est vous qui allez y aller pour le bloquer, parce que lui, il ne voudra pas y aller. Mais bizarrement, quand vous irez sur les monstres, mine de rien, ça peut-être encore une fois faire claquer de la puissance ou du destin pour entamer déjà un héros. Donc non, c'est très intéressant. Et du coup, toi, tu recommanderais de quoi? D'en jouer quelques-uns ou de jouer beaucoup de gardiens des portes? Moi, je pense qu'il faut en jouer, alors ça dépend du format, mais je pense en 800 points, au moins 6 équipes. Je partirais. Après, j'ai déjà vu du full gardien des portes. Ça, c'est vu, ouais. On n'en voit plus beaucoup en ce moment, mais j'en ai vu pas mal il y a quelques années. Ouais. Après, on voit plus beaucoup de nains non plus. C'est pas faux. Mais ouais, non. Ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, c'est très frustrant pour l'adversaire. Après, le souci, c'est que si vous avez des volants en face, ils peuvent vite aller chercher vos soutiens. Et dans ce cas-là, vous avez les malus du bouclier, donc il aura -1 pour son jet de duel. Donc déjà, ça commence. Il survivra, mais bon, ça commence à être plus compliqué. Vous avez plus le bonus de +1 pour le lancier parce qu'il soutient pas son copain. Ouais, c'est la catastrophe. Ouais. Une fois que le mec passe derrière, c'est très compliqué. Ouais. Après, on peut toujours ajouter. Moi, ce que j'aime bien, c'est jouer justement ça avec quelques guerriers quand même pour justement contrôler un peu derrière ma ligne s'il faut, ou sur les flancs, ça reste défense 7. Limite, on shield avec, on attend que en face, les gardiens des portes fassent le trou. Et puis voilà, avec les héros à côté, normalement, ça se passe bien. Donc tu prends des guerriers pour être les gardiens des portes. Voilà, j'ai bien exactement. compris. Très bien. Ouais, mais le problème de cette liste-là, ça va rester malheureusement dans la mobilité, qui est un peu le gros défaut du nain. C'est 5 pouces, allez, 8 si on a la marche qui traîne à droite ou à gauche, c'est cool, mais ça va pas changer la game. Versus les autres armées qui vont avoir de la cavalerie à 10 pouces, potentiellement à 15 avec la marche. C'est pour ça que moi je reste quand même favorable plutôt aux alliances pour justement aller chercher cette mobilité qui manque, qui est un peu vraiment le gros problème, parce que aujourd'hui vous avez saisir la relique là au milieu, vous savez que si vous jouez du nain pur, soit vous tombez sur un match-up nain contre nain, là c'est au plus rapide des sprinters à courte distance. Sinon vous savez que c'est au Toulouse ou alors il y a eu un gros caramel pour l'adversaire. Il faut que le 4+ sorte jamais et que tu arrives à revenir dessus, que le mec est pas recouvert. Enfin, ça va être très compliqué quand même. Voilà, dites-vous bien que du nain pur, tout ce qui est contrôle de map, ça va être compliqué. Et ce scénario-là en particulier, dites-vous bien que c'est 9 chances sur 10 qu'il soit perdu. Et là, la question, c'est pas est-ce que vous pouvez sauver l'égalité, c'est est-ce que vous allez éviter la défaite majeure, quoi. Ouais, parce qu'on ne l'a pas spécifié, mais c'est que les armées de naines, dans leur immense majorité, c'est quand même un gros bloc de figurines, une grosse phalange. On l'a vu avec l'Iron Hills qui a défense 8 avec le Shield Wall, on a envie de rester très groupé. Avec les Morts Martel, on peut se permettre, comme on a les armes de jet, d'un peu plus s'écarter, mais globalement, on a envie de garder quand même la belle bulle de bannière, etc. Le Khazad-dûm et les gardiens des portes, là, on est vraiment à l'extrême de la tortue, parce qu'ils sont forts quand ils sont ensemble, parce qu'il faut surtout pas que le mec passe derrière. Non, c'est sûr. Donc bon, la mobilité, avec un Goyard, par exemple, par là, ça peut être très intéressant pour venir compenser ces soucis-là. Après, on gagnera du coup moins en mobilité, mais par contre en combat on va très bien défendre et en plus on va quand même mettre des bonnes beignes à l'adversaire en prime avec cette fameuse relance des 1 pour blesser qui est très très forte. Ouais, c'est un archétype. Après, dans notre jeu, on a des tournois solo, on a des tournois par équipe. Peut-être que par équipe, ça peut y trouver une place par exemple, qui a été perdue en solo. Ouais. Je sens qu'on commence à se mettre d'accord. Ça me va pas du tout. Ok, donc on va repartir pour une deuxième round. Et cette fois-ci, on va basculer du côté Iron Hills, qui se divise depuis le dernier supplément en 2 époques différentes. Donc il y a l'époque The Hobbit, donc avec Thorin Oakenshield, et on a maintenant l'Iron Hills au 3e âge, avec Dane version plus vieux, et Thorin 3. C'est extrêmement simple, c'est pareil, pour moi les questions elles sont binaires. Est-ce qu'il faut jouer la version Hobbit ou la version Guerre de l'Anneau? La version Guerre de l'Anneau avec Dane vieux, pour moi il n'y a aucun doute.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu son profil? Parce que c'est toujours Dane, mais il a perdu son cochon et il a une stat un petit peu différente. Le profil de base, la façon de construire l'armée de base va être exactement la même que pour les Reborn réclamés façon Hobbit, mais avec des héros en moins. Donc Dain jeune avec son cochon, on l'a plus. On a Dain roi sous la montagne qui est vieux. Il va perdre sa force 5, il passe à force 4. Mais il va gagner une hache à 2 mains au lieu d'un marteau à 2 mains. Donc l'un dans l'autre, il va pouvoir pierce et retrouver la même force. Il va garder ses 3 attaques. Il va avoir son tenez bon toute table, héros inclus, qui est un peu comme celui de Train dans l'armée de Tror dont on parlait tout à l'heure. Il va être vénérable, donc il faut faire attention à ne pas l'envoyer dans les décors. Parce que sinon, test d'escalade, vous lancez 2 dés, vous gardez le plus bas et vous priez pour qu'il n'y ait aucun 1 qui sorte nulle part. Ouais, ceci étant dit, c'est assez anecdotique ça. C'est assez anecdotique, mais c'est quand même à savoir. Pour moi, ce qui va faire le sel par contre de cette armée-là, c'est que vous aurez quand même accès à de la grosse découpe. Je pense notamment à Doual à un pied. Et vous aurez surtout accès à Taurin 3, qui pour moi est un des meilleurs profils nains du jeu avec cette nouvelle itération. Très solide, 6 de combat, 4 de force, 8 de défense, 3 attaques, 2 points de vie, 3 puissance, volonté, destin. Pourquoi est-ce que je le trouve génial? Parce que déjà, il va avoir le bouclier avec la défense s'il y a besoin de tenir. Il va avoir la frappe avec une pique s'il y a besoin d'être offensif. Pique bâtarde, donc il peut passer force 5 et en plus l'utiliser à 2 mains. Mais surtout, ce qui va vraiment faire la force de ce héros, ça va être sa règle tête froide, tout simplement. Tête froide, c'est pas compliqué. Vous lancez une action héroïque, n'importe laquelle, à n'importe quel moment, ça peut être une marche, un élan, une frappe, enfin ce que vous voulez. Vous lancez un dé, sur un 5+, vous regagnez le point de puissance perdu à l'instant. Elle est gratuite, ouais. Surtout, on imagine bien combiné avec un Capitaine Nironil qui est lui Master of Battle, ça commence à faire beaucoup de puissance qui revient sur la table. Ça va être encore pire, parce que vous pouvez tout à fait changer votre action si l'adversaire y répond. Je prends un exemple. Oui, c'est la deuxième partie de la règle, effectivement. Ouais. Je lance une force héroïque parce que je veux gagner en force pour taper plus facilement. Je fais mon 5+, c'est gratuit. En plus, derrière, je vois qu'il y a un héros qui a un meilleur combat que moi, qui lance une frappe. Je peux aller chercher le duel de frappe et croiser les doigts. Ou je peux lancer la défense. C'est gratuit. C'est magnifique. Et en plus, on va pouvoir aller le comboter avec la légion légendaire auquel on a accès. Puisque c'est une légion qui va vous permettre de jouer Dale et Erebor restauré version Garde de l'Anneau tous les deux. C'est une alliance verte, on pourrait se dire que, mais en fait si on les joue ensemble, on ira systématiquement vers la Légion parce qu'elle va offrir une façon de jouer qui va être très rafraîchissante, qui va changer des archétypes qu'on a l'habitude. Déjà, par exemple, souvent on va chercher à avoir une dizaine de points de puissance. Là, potentiellement, on pourrait se contenter d'en avoir 7-8 et en fait en avoir une quasi-infinité sur la partie. C'est lié aux règles de la Légion en question. Parce que la Légion, elle dit que vous pouvez prendre juste un héros de Dale nommé et un héros d'Erebor réclamé nommé, et avec un système de doublette. Vous allez avoir donc Brand et Bard. Donc Brand c'est le père, Bard c'est le fils, côté Dale. En face, vous allez mettre en opposition Dain et Taurin 3. Si vous jouez Dain et Brand ensemble, quand Dain est bloqué, Brand gagne un combat héroïque gratuit. Et inversement. Donc déjà, vous jouez systématiquement la doublette puisque les deux enfants Bard 2 et Taurin 3 ont la même règle. Vous allez donc systématiquement jouer au moins une de ces doublettes, voire pourquoi pas les deux, et vous allez avoir 2 à 4 combats héroïques gratuits par tour parce que vous pouvez, si vous placez bien votre phalange derrière, vous allez, si vous deviez perdre un combat avec un des héros, vous ne pouvez reculer qu'une seule figue et donc elle va rester bloquée. À partir de là, vous gagnez ce combat héroïque gratuit par tour. Ça va amener pas mal d'avantages, notamment on va gagner Seigneur de l'Ouest pour Brand par exemple. Vous allez gagner 4 combats héroïques. Si vous gérez bien, vous allez être en 1 contre 1 avec le héros, vous allez tuer une figue, vous allez pouvoir vous déplacer en cliquer 2 et retuer 2 figues de plus. Vous faites ça 4 fois, ça fait 12 figues par tour, potentiellement 16 si c'est vous qui avez chargé et que vous vous débrouillez bien. À 16 figues qui volent par tour, juste avec les héros, sans parler des guerriers d'Erebor et des guerriers de Dale qui sont autour, qui font quelques kills, vous pouvez vous en sortir. Ceci étant dit quand même que tous les héros sont à pied, donc ils vont pas pouvoir aller très loin. L'impact il peut être limité quand même, ça renverse pas. Même si les nains ont une forge, j'entends, mais il peut y avoir des petits grains de sable. Mais vous pouvez vous dire, vous allez avoir la relance des 1 pour blesser, donc vous avez une taille gratuite, grâce aux règles de bannière. Et en plus, chacun des 4 héros dont je viens de parler va avoir un effet bannière à 3 pouces. Donc pour toutes ces raisons-là, on va pouvoir compenser par une létalité accrue. C'est une façon de jouer qui est complètement différente de l'archétype qu'on a d'habitude. On va malgré tout pouvoir avoir de la létalité.
de la mobilité, en allant chercher du bouquetin. À ce sujet-là, on aura accès au capitaine. Le capitaine de Dale, 55 points. Le capitaine Aerolil, 80 points, voire 90. Chacun se fera son idée. Est-ce qu'on va chercher du nombre ou un peu plus de l'élite? Moi, j'aurais tendance à conseiller systématiquement le capitaine nain, parce que certes, il est presque 2 fois plus cher, mais il peut être monté contrairement à l'autre. Il a le maître de guerre. Ça se justifie largement. 2 fois plus cher, mais 2 fois mieux. Vous l'avez bien compris depuis tout à l'heure. Le capitaine Ironil, on l'aime beaucoup ici. Là, on parle de Légion légendaire, donc il fait une espèce d'alliance préconstruite avec Dale, mais c'est pas les seules alliances qui sont disponibles pour cette version Garde de l'Anneau. Moi, je pense par exemple à Minas Tirith. On va pouvoir venir combiner le Shield Wall avec les nains Ironils et les guerriers de Minas Tirith qui ont la même règle. C'est pas les mêmes figurines, mais elles partagent la même règle, donc elles peuvent se soutenir l'une l'autre pour avoir défense 8. Ça peut être intéressant. Avec un Boromir, par exemple, qui remet beaucoup moins de puissance. Un Bobo plus un Thorin 3 qui a la puissance qui revient, Bobo qu'on a déjà 6 à la base. Bon, ça fait du budget, mais on peut avoir beaucoup de puissance en réserve, ça peut le faire quoi. Bon, tout ça c'est super sur la version Garde de l'Anneau des nains d'Iron Hills, mais je vois qu'à ma droite, il y a Asdru, il n'est pas tout à fait d'accord. Je crois que vraiment, toi, tu tiens à la version originale d'Iron Hills, l'époque de Dungeon, quoi, l'époque du Hobbit. C'est ça, surtout que on va pouvoir avoir tout ce qui est bien chez l'Iron Hills, avec en prime les héros de Erebor Reclaimed. Là, on va pas avoir besoin de se bloquer pour avoir des combats héroïques gratuits, on va avoir Thorin qui directement a le combat héroïque gratuit, donc là on se pose pas la question. On va avoir des montures, parce que les montures c'est vraiment ce qui fait qu'un héros commence à devenir monstrueux. Là vous faites 3 attaques normales à pied, c'est bien, vous en faites 3 doublées, c'est bien mieux, surtout que pour assurer un combat héroïque, vous avez dépensé la puissance, vous n'avez pas envie d'en remettre pour rebouger, etc. Après ça, on va avoir quand même les gros héros qui tapent. Donc Dwalin, on en a déjà parlé. Vous avez, si vous voulez jouer dans une optique plus populeuse, vous avez Balin, qui a des bonnes lignes de stats et qui vous ramènera 15 nains pour un prix tout à fait acceptable. Après, vous avez le héros des Iron Hills que vous pourrez prendre, donc le 5+, maître de bataille. Toujours aussi fort, ce capitaine. Vous avez vraiment la même armée, mais avec tous les héros ultra compétents et avec les montures. Et c'est surtout ça pour moi qui fait la différence. C'est dans le punch de l'armée que vous allez amener. Vous allez pouvoir mettre par exemple Thorin avec un bouquetin. Vous allez faire votre combat héroïque gratuit. Vous allez tuer les figues. Vous allez pouvoir rebouger Thorin, rebouger le cavalier. Vous allez faire des trous. Même pareil pour un autre héros. Si vous voulez mettre Dwalin, bon, ça commence à faire beaucoup de monde au même endroit. Mais pour se redispatcher par exemple le tour d'après, vous mettez Thorin, Dwalin. Combat héroïque gratuit, vous avez rien dépensé, vous défoncez ce que vous avez en face et puis après vous repartez encore dans les troupes, donc c'est très fort, quoi. Des héros qui sont peut-être un peu plus fragiles par contre, contrairement aux 2 héros nains de la version Garde de l'Anneau qui sont piétons, donc on a du mal à aller les chercher avec des grosses bêtes parce qu'ils sont faciles à protéger. La magie va pas les tirer très très loin parce qu'ils se déplacent pas beaucoup et en plus ils ont des lignes de stats un peu plus tanky parce qu'il y a quand même 3 points de destin à chacun. Un peu moins d'impact, un peu plus de résilience. Voilà, là où je vais peut-être rejoindre Asdru quand même, c'est sur vraiment la facilité de construction de liste sur ce que tu veux construire. C'est-à-dire que j'aime bien avoir des héros qui tapent fort, quitte à être un petit peu en sous-nombre. Tu peux. Par exemple, tu peux faire une liste, celle que j'ai jouée à Lille. J'avais Dwalin, Thorin et Dain, tous montés bien évidemment. J'étais que 33, mais au moment où j'impactais fort. Et tu peux pas dire je vais utiliser la magie parce que tu pourras en impacter 1, aller peut-être 2, mais pas les 3. Donc tu vas garder ta létalité. À l'inverse, si tu veux partir sur une liste un peu plus style Horde, tu vas pouvoir également faire des petites choses. Je prends un exemple, une liste sur laquelle je m'étais penché à une époque. Tu avais Thorin, tu rajoutais Balin pour avoir du nombre, et tu prenais Bifur en dernier pour potentiellement avoir un élan gratuit. On n'en a pas parlé, mais ça c'est toujours utile. Et en fait, à 800 points, tu es à 45 nains. Alors, t'as pas de cavalerie, t'es en full infanterie, mais 42 Iron Hill, la défense 8, force 4, en phalange, fait un petit peu peur quand même sur le coup. Oui, puis jouer Iron Hills dans sa version époque The Hobbit, ça permet d'avoir accès à sa matrice d'alliance. Donc, les Halles de Thranduil en vert, ainsi que les survivants de Lac-Ville, c'est quand même très intéressant. Si en revanche tu décides de partir sur une alliance jaune, toujours dans l'idée pourquoi pas de rajouter un Gwaihir pour la mobilité, parce qu'on le voit vraiment beaucoup quand même en tournoi celui-là, tu vas pouvoir également partir donc sur de l'alliance jaune et mettre pourquoi pas Fili ou Kili. Oui, il y a beaucoup de montages à faire effectivement. Moi je pense que c'est plutôt un montage un peu plus classique avec Legolas et puis Bard avec soit Thorin soit Dain, après c'est au bon vouloir. Avec une première ligne de Iron Hills, des soutiens elfes pour du C5 ou du survivant de la ville, t'arrives à être assez nombreux et t'as un peu le meilleur des deux mondes, quoi, parce que t'as une belle ligne, tout fearless. T'as 2 bons tireurs aussi. T'as 2 bons tireurs, effectivement. Le Legolas plus Bard, ça rigole pas du tout. Ouais, il y a vraiment des belles choses à faire. T'as le meilleur archer et l'arc avec la plus haute force du jeu. Dans la même armée, c'est quand même
C'est quand même costaud. Bon, j'espère que nos auditeurs ont réussi un peu à cerner les forces et les faiblesses de la faction Hobbit et de la faction Guerre de l'Anneau. On va les laisser un peu essayer et choisir ce qu'ils préfèrent. Cela sera très bon pour vous et des plus amusants pour moi. On a vu plusieurs alliances. On a vu notamment une Légion légendaire avec les Iron Hill, mais il y a d'autres alliances à faire aussi chez les nains. Je pense par exemple à celle de l'armée de Tror, qui peut s'allier en alliance verte avec Dale. C'est une alliance qui va être un petit peu limitée, hein, malheureusement, parce qu'on n'aura accès côté Dale que à Girion du capitaine et de la troupaille de base. C'est un petit peu restrictif. Alors après, ça va apporter de l'arc à force 3, à tir 3+, en alliance verte. Ça peut se prendre, ça peut permettre de faire du monde. Ça peut pourquoi pas permettre avec Girion d'avoir entre 1 et 3 tirs d'arc ou l'arc-lance pour 75 points. Vous avez une fois dans la partie un one-shot qui va toucher auto quasiment, où vous allez pouvoir tuer un peu ce que vous voulez. En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec cette alliance Tror et Dale, c'est qu'on va apporter une grosse force de tir avec Dale. Ça, plus les armes déjà au premier rang. Ça ne marchera pas sur tous les scénarios, mais sur les scénarios où on peut jouer frontable, notamment avec les arcs-lance, notamment les nouvelles entrées d'arcs-lance qu'on a maintenant en guerrier de base et pas seulement avec Girion. On peut avoir une espèce de deux mondes où à la fois on est fort au tir, puis en même temps, une fois que tu arrives, devant toi, tu as une quinzaine de gars en défense 7, et ça peut être compliqué. Le problème, c'est que si tu veux avoir du tir en quantité, tu es quand même limité aux 33% de tir. Par le contingent, c'est sûr. Va falloir un sacré contingent de Dale. Est-ce que tu as envie de jouer une majorité de Dale qui vont avoir une défense de 4 ou 5 si tu leur as payé le bouclier, quand tu peux avoir une majorité de défense 7 avec le Mord Martel ou même le guerrier de base? Je pense que tu chercheras plus à avoir une majorité de guerriers nains et de ce fait-là, tu vas être limité sur la quantité de tir. Quant à l'arc-lance, elle peut être sympa, mais 75 points, c'est très cher payé si tu peux pas la fiabiliser au moins une fois comme le fait Girion, donc j'aurais pas me tenter sur de l'arme d'artillerie, sur de la troupe de base, entre guillemets. Surtout quand c'est de l'arme d'artillerie du bien, qui peut pas tirer dans les combats. Dès qu'on est dans les combats avec du tir direct, comme ça, c'est terminé. Exactement. Ouais. Et puis aussi l'autre problème, c'est que c'est des arcs, c'est sûr, ça fera contre certaines armées son effet. Ça reste que force 3 entre guillemets, donc on aura quand même du mal. Et le souci, c'est qu'on aime bien chercher une alliance pour gommer les défauts d'une liste. Or là, c'est la mobilité, et en fait, finalement, ça nous apporte encore moins de mobilité, vu qu'on est obligé de rester là où on est pour tirer au mieux. Donc pas sûr que ce soit la meilleure option non plus pour essayer d'apporter de la mobilité. Ça fait un peu écho à la Légion légendaire, même si elle avait accès à des bouquetins, mais avec les Iron Hill, mais les bouquetins, c'est pas non plus une grosse mobilité, mais ça fait un peu écho à ce truc-là, en encore pire finalement. Parce que là, on a accès à aucune cavalerie. À rien du tout, ouais. Si tu veux aller chercher de la mobilité avec du bouquetin, tu peux en alliance verte en te tournant vers les monts de fer avec Dain en général. C'est de l'alliance verte, tu peux mettre un capitaine nain avec 2 ou 3 bouquetins éventuellement, pourquoi pas. Mais t'es sur une armée qui doit se jouer en horde, et même si tu joues le capitaine monté avec 2 bouquetins, ça fait 130 points. Pour 3 figurines qui sont là pas pour le combattre, mais juste pour apporter de la mobilité pour des scénarios comme Reconnaissance. Pas sûr que ce soit ultra pertinent. Maintenant, j'aimerais me tourner un peu vers l'avenir et savoir un peu ce qui est prévu pour ces armées de nains. On sait qu'on les voit plus beaucoup sur le devant de la scène compétitive. Il y a eu quelques coups d'éclat, mais pas grand-chose en fait sur le long terme et surtout dans la fréquence. En sortie récente, quand même, il y a eu les Iron Hills version Guerre de l'Anneau avec Thorin 3 et Dain Vieux dont on a parlé longuement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des sorties qui sont prévues, des choses qui sont là pour rebooster un peu cette faction ? Le problème, c'est que c'est les sorties les plus récentes, donc on n'en aura pas des nouvelles de sitôt. Et elles gomment pas vraiment les plus gros défauts des armées naines. Multiplier les points de puissance avec Thorin, c'est bien beau. Mais il n'a pas accès à la marche, justement, Thorin, donc il ne pourra pas compenser ce manque de mobilité. Comme tu l'as dit, on a vu certaines armées qui font quand même des perfs, mais malgré tout, ça reste quasiment systématiquement en alliance. On ne voit pratiquement jamais d'armée en pur qui va faire une grosse perf, parce que, comme on a pu le voir, il y a malgré tout pas mal de soucis, que ce soit la mobilité. Après, si on va chercher une alliance, on peut gommer ce défaut-là. Mais à part les Iron Hills qui ont accès à de la cavalerie, les autres armées, malheureusement, n'y ont pas accès, donc c'est sûr que c'est une grosse star pour les nains, quoi. L'année dernière est sortie une série, Les Anneaux de Pouvoir, où on voit Khazad-dûm un peu plus en forme que lors du Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'on peut espérer un peu de ce côté-là pour avoir des nouveautés ? Cette armée de Khazad-dûm qui n'a pas été remis au goût du neuf depuis plusieurs générations, finalement, toutes les figurines sont très très vieilles. Est-ce qu'on peut espérer un peu de ce côté-là ?
On espère. En tout cas, ils ont de quoi faire, je pense, s'ils veulent sortir de nouvelles figurines. Après, à voir, est-ce que ce sera une sortie de héros ou de guerriers supplémentaires qui comblera pas forcément les faiblesses actuelles de l'armée? Est-ce qu'ils vont essayer de sortir de nouvelles figurines? Par exemple, ça peut être... on sait jamais, mais on voit par exemple dans La Guerre de l'Anneau un corbeau. Est-ce qu'il pourrait y avoir une figurine un peu type Piaf, comme un crépin par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un tambour par exemple? On peut se demander, ça peut être aussi des manières de gommer l'armée sans pour autant rentrer dans des trucs cheat et amener de la cavalerie pour amener de la cavalerie et gommer le défaut de l'armée. Est-ce qu'il faut quand même réussir à conserver l'essence de l'armée. Ouais, exactement, ouais. Et après, à voir, est-ce qu'ils feront ça ou est-ce qu'ils pourrait potentiellement nous sortir une légion légendaire propre à Khazad-dûm ou à Balin qui reviendrait. Oui, de la reprise de la Moria, par exemple. Voilà, par exemple. Mais c'est toujours la même chose. Pour relancer l'armée, je pense qu'il faut quelque chose pour gommer un peu la mobilité. Pas forcément en entier, mais au moins y participer. Est-ce qu'il y a des profils, par exemple, que vous estimez ratés? Au niveau Khazad-dûm, c'est pas forcément les profils que je trouve ratés, c'est surtout l'équilibrage en points. Surtout quand on regarde la comparaison avec les autres royaumes où il n'y a pas photo. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, Durin qui est à 160 points, c'est énorme. Quand pour moins cher, on a beaucoup mieux chez les autres. Et aussi le fait que quasiment tous les héros dans cette faction sont avec un seul point de destin. Là où de l'autre côté, pareil, c'est 3 points, 2 points, rarement 1, mais ça fait quand même une différence. Ouais, ça en fait une grosse, ouais. Quand on investit autant de points dans des héros qui peuvent mourir assez rapidement finalement car ils n'ont pas assez de destin pour tanker longtemps, malgré les grosses défenses. Quand on sait que maintenant dans le jeu on commence à avoir beaucoup de figurines qui tapent très fort, les grosses défenses ça devient pas illusoire, c'est toujours intéressant, mais si derrière il n'y a pas beaucoup de destin et pas beaucoup de PV, ça peut aller vite. Ouais, surtout pour un prix assez élevé en fin de compte. Ouais. On est sur de l'armée qui est réputée pour sa défense. Le problème c'est qu'on n'a pas de héros, de pièces d'équipement, une armure naine qui empêche les attaques brutales sur un héros par exemple. Elle amènerait un surcoût en points. Est-ce qu'elle pourrait pas se justifier sur certains généraux d'armée de par le lore? Ça pourrait être à voir. Oui, un peu comme l'armure de Gondolin avec Glorfindel, ouais. Ouais, un truc similaire, pas pour tous les héros, hein, bien évidemment, mais quelque chose dans cet esprit-là, pourquoi pas, ou quelque chose qui fait qu'on est considéré comme ayant 6 de force au lieu de 4 quand on subit une attaque brutale. Quelque chose dans cet esprit-là, il pourrait y avoir quelque chose à faire. Un autre regret que je vais avoir, c'est sur les 2 profils de héros en particulier. C'est Ori. Ori, 55 points. Il a une règle qui, sur le papier, paraît vraiment très sympa. Chronicler, grosso modo, un de vos héros tue un monstre ou un héros en étant à 3 pouces ou moins de Ori. Vous regagnez au choix un point de puissance, un point de volonté, un point de destin. C'est très très compliqué à réaliser, voire quasiment impossible. Ils auraient pu, pour qu'on puisse en discuter, étendre cette règle à 6 pouces. Parce que là, aujourd'hui, il paye au moins 15 points sur son profil pour une règle qui finalement ne sert pas parce que quasiment impossible d'être apportée au moment 2. Il n'est pas injouable, Ori, mais c'est très compliqué quand même. Il y a tellement de héros à côté. La force 3, 2 attaques seulement, 2 PV. Bon, ok, il est pas cher, mais il apporte rien. Une défense héroïque pour une fois dans la partie. S'il avait cette règle étendue à 6 pouces, tu pourrais le voir en duo avec un Dori, un Ori ou pourquoi pas un Glowin qui tape très très fort. Mais allez quand même jeter un petit coup d'œil du côté de son profil dans la compagnie de Thorin. Il y a une fronde qui vaut le détour. Et un autre regret que j'ai, alors là c'est par rapport à la V5. Puisqu'aujourd'hui on est en V6, comme vous le savez, ça concerne Bofur. Puisque Bofur, sa règle qui fait que sur un 2+, il ignore toutes les règles spéciales. C'était bien quand on pouvait le prendre en général en V5. Aujourd'hui, dire sur un 2+, le tir unique de Legolas, il me fait rien du tout, c'est bien. Mais c'est ultra anecdotique. Et ils auraient peut-être pu changer un petit peu sa règle, trouver quelque chose d'autre qui puisse être cohérent avec le personnage, quoi. Là, c'est pareil, tu payes une règle 10-15 points dans le profil qui sert plus à rien, quoi, aujourd'hui. Et 10-15 points économisés pour les 2 en question. Il y en a un, il passerait à 40 points, l'autre, il passerait à 50 points. C'est des héros de fortitude qui peuvent mener 12 nains. Tu leur enlèves ces 15 points pour des règles qui servent à rien. Ils peuvent commencer à se discuter dans une liste, quoi. Après, ouais, tu payes les règles spéciales, mais en même temps, c'est pour un peu différencier chacun des nains, parce que on peut se dire que la communauté de l'anneau c'est pareil, c'est la troupe qu'on suit, etc. pendant le film ou pendant les livres, mais ils sont tous différents. Enfin, je veux dire, il y a des hobbits, il y a des hommes, il y a des elfes. Là, on est sur que du nain.
Il a fallu le différencier un peu. Bon, c'est sûr qu'il y en a certains qui paient un peu leurs règles un peu trop cher, mais au moins il y a un peu de diversité dans les profils, quoi. Ouais, mais tu vois, Bofur, t'aurais pu mettre une règle similaire à Sam avec Frodon. Vous jouez une liste avec Bilbo est dans un combat, bon bah je vais gagner un combat héroïque gratuit pour aller le rejoindre ou un truc dans le genre là. Il y a des pistes pour le rendre un petit peu unique et pour être logique avec son histoire, que ce soit dans les livres ou même dans les films, et qui sont malheureusement pas exploitées pour mettre une règle qui en version 5 était une méta-règle et qui aujourd'hui est une règle boulée quoi quelque part pour son tarif. Très bien, merci messieurs. J'espère qu'on aura réussi avec vous à lever tous les secrets qui se tapissent dans l'ombre sous la montagne. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez. Quoi? Gandalf? Voir quoi? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à nous faire connaître vos envies et retours dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Radio Barad-dûr, l'émission faite par et pour les plus grands généraux de la Terre du Milieu.